Je m'appelle Hassan Chadi, je suis marathonien en équipe de France. J'aimerais me qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On est ici pour le podcast Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Hassan Chadi, spécialiste du marathon et récent 8e du marathon de Boston. Hassan a représenté la France notamment aux Jeux de Tokyo et au Mondiaux de Eugene, et il sera au Mondiaux de Budapest dans quelques jours. Dans cet épisode, Hassan nous parle évidemment du marathon de Boston, mais aussi de ses débuts, de son entraînement et de son expérience aux Jeux de Tokyo. Nous avons enregistré l'épisode le 4 juin 2023. Petite parenthèse avant de commencer l'épisode, si vous aimez le podcast et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez-lui 5 étoiles et un commentaire, vous l'aiderez ainsi à se développer. Je remercie notamment Claire, Steph, Anso, Pascal et Guillaume pour leurs super commentaires. Allez, je sais que vous l'attendez, voici l'épisode avec Hassan Chadi. Bonne écoute. Salut Hassan, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Merci, salut à toi. Félicitations pour ta très très belle 8e place au marathon de Boston au mois d'avril. C'est pas n'importe quel marathon, Boston. C'est pas le premier Merci. marathon. Ouais, si, c'est le premier marathon moderne. Tu connais bien l'histoire de ton sport? Ouais, je connais assez bien. Ouais. Pas vraiment dans les détails, mais je connais les grandes lignes de l'histoire du marathon. Et là, le fait d'avoir participé à Boston, ouais, ça m'a permis un peu de me renseigner sur le marathon, le parcours, toute son histoire. Et c'est vrai que c'est un marathon particulier. C'est l'un des 6 marathons majors. Donc c'est Berlin, Boston, Chicago, Londres, New York et Tokyo, les majors. C'est ton premier major? Ouais, c'est mon premier major, ouais. Il y en a d'autres qui t'intéressent? Bah ouais, c'est vrai que Boston, c'était une bonne expérience et j'aimerais la renouveler sur d'autres marathons. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire New York, Tokyo aussi. Donc voilà, honnêtement, j'aimerais faire les 6, mais voilà, j'espère que j'aurai l'opportunité de les faire. Il y avait quelle ambiance sur le parcours? Il y avait beaucoup de monde? Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y a des endroits où c'est assez calme, mais il y a des endroits où c'est vraiment très bruyant et voilà, j'avais des frissons sur certains moments de la course, tellement il y avait du monde, il y avait du bruit et c'était impressionnant. C'est cool. Tu me corriges si je me trompe, mais à Boston, il faut se qualifier pour participer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je crois qu'il y a des temps, il y a des minimums à faire mais c'est assez accessible, ça reste accessible. Ok. Mais qu'est-ce que tu penses de ce système de qualification? Bah, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Ouais, je pense que s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de monde et puis c'est vrai aussi, il faut avoir un certain niveau pour faire un marathon. Faut pas se lancer. C'est pas une épreuve où on peut se lancer comme ça, se dire allez, je vais faire un marathon sans avoir des performances sur d'autres distances, voire sur marathon. Donc c'est vrai que moi je trouve ça pas mal parce que ça montre qu'on peut pas se lancer comme ça sur marathon. Ouais. Il y a moins de gens qui courent déguisés ou que dans d'autres marathons à cause de ça? Ouais, non, j'ai pas fait trop attention. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu trop de déguisements ou quoi, mais non, je pense pas parce que ceux qui sont déguisés aussi, il y en a qui courent, ils peuvent courir à une bonne allure. Je pense même en ayant fait les temps demandés en costume, ce serait, enfin, ou déguisé, ce serait possible aussi. Ouais. Ok. Le marathon de Boston n'est pas, les perfs sont pas homologués, c'est ça? À cause du dénivelé sur le parcours? Ouais, le dénivelé général qui est négatif et le fait que le point de départ et le point d'arrivée soient trop éloignés, comme Ok. c'est pas une boucle, du coup, c'est des choses là qui font que c'est pas homologué. Mais le parcours, il est assez difficile quand même. C'est pas homologué, mais c'est pas forcément favorable pour un coureur, étant donné la difficulté du dénivelé entre les montées et les descentes. Musculairement, c'est dur. Et j'en avais discuté avec certaines personnes qui avaient déjà couru le marathon de Boston et qui me disaient qu'ils avaient jamais autant souffert sur un marathon. Donc c'est vrai que c'est un marathon difficile et là en plus il y avait des conditions avec la pluie et le vent, c'était compliqué. Ça aurait été vent de dos, ok là c'est très avantageux, mais quand c'est vent de face et avec des mauvaises conditions, c'est difficile. Et pourquoi tu as choisi d'y aller sachant que c'était pas homologué? Parce qu'on peut pas faire un marathon toutes les 2 semaines. Donc je Ouais. suppose que tu choisis tes courses Ouais, soigneusement. je choisis mes courses en fonction des objectifs et là l'objectif c'était de faire mon premier major, de me confronter aussi à un gros plateau international et de me faire plaisir aussi. Je sais que j'aurais pas forcément l'opportunité de faire
du marathon encore pendant de haut niveau pendant longtemps, donc j'essayais aussi de chercher aussi à prendre du plaisir. Et voilà, je pensais que c'était le bon moment pour le faire. Après, c'est vrai que ça, dans le cadre des Jeux Olympiques et de la qualif, c'était pas forcément le meilleur choix, mais il y avait un critère qui me faisait aussi faire ce marathon, c'est que si je terminais dans les 5 premiers, ce serait l'équivalent de faire les minima. Donc, il y avait quand même une porte d'entrée Ok. pour les Jeux au niveau de la place. Et au final, c'est vrai que je termine pas très loin, je finis huitième et à trois places près, j'étais dans Ouais. les clous. Donc il y avait ce côté-là aussi qui peut être intéressant. Et en tout cas, j'ai pas de regrets parce que les minima olympiques, je peux les chercher. J'ai encore du temps pour les faire. Mais tu as quand même marqué des points au ranking avec ta perf. Ouais, je sais pas vraiment si ça va jouer. J'ai pas trop regardé les détails des points. Moi, je pense pas que ça va jouer forcément au ranking. Et je pense les Français qui seront sélectionnés, ce sera les meilleurs temps. Donc on verra. Ok. Donc là, tu es arrivé huitième à Boston, à 23 secondes, je pense, d'un certain Eliud Kipchoge. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, la huitième place ou d'être aussi près de lui? Moi, je pense que ouais, non, c'est la huitième place parce que après, je sais qu'il n'était pas à son meilleur niveau. Lui, enfin, il est quand même au-dessus, donc je vais pas me comparer forcément à lui. Là, je sais que voilà, il est dans un mauvais jour et qu'il a terminé comme ça. Et après, en plus dans la course, j'ai même pas vu enfin, j'ai pas fait attention que c'était lui devant. Et 23 secondes, ça reste une bonne, une bonne marge, quoi. C'était pas possible de le rattraper, donc non, je j'ai pas trop fait attention à ça et j'ai surtout retenu ma huitième place et le fait que j'ai bien géré ma course. Je suis passé en 1h04 au semi et derrière j'ai pas trop craqué, donc c'est un point positif. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais la veille d'un marathon et le matin d'un marathon? À mon marathon, bah, j'essaie de me coucher assez tôt parce que là c'est ouais, comme c'est tôt le matin, donc faut essayer de se reposer au maximum, même si c'est parfois difficile de trouver le sommeil, mais au moins je reste allongé et je me repose. Et après le repas, souvent c'est 4-5 heures avant. Et moi, je reste assez simple, hein. Je prends une assiette de riz ou de pâtes ou mélange des deux avec une protéine vraiment léger. Et puis c'est tout. Ouais, je ne prends pas de risque au niveau gastrique. Pas trop de fruits, pas trop de fibres. Et j'essaye d'avoir toujours les mêmes habitudes. Et comme ça, je sais que j'ai pas de problème. Et là, le décalage horaire a été un problème? Ou t'as pas eu le temps Bon, de finir? si le décalage horaire, ça joue un petit peu les premiers jours, j'ai senti quand même un peu de fatigue, mais là, ça va, la fatigue, par rapport au décalage, je la ressentais plutôt dans l'après-midi, vers midi. J'avais un petit coup de pompe, un peu fatigué. Donc là, le matin, j'étais assez en forme les premiers jours. Et puis au fur et à mesure, je suis passé 5 jours là-bas. Donc au fur et à mesure des jours, je commençais à m'acclimater. Donc le jour de la course, j'étais bien. Ok. Et en termes de ravitaillement, pendant la course, tu fais toujours la même chose dans chacun de tes marathons ou t'adaptes? Peut-être que tu as fait des erreurs par le passé et que t'adaptes maintenant? Ouais, j'ai forcément fait des erreurs par le passé où déjà je loupais certains ravitaillements et je me disais que c'était pas très grave si je les loupais. Et maintenant, je fais vraiment un peu plus gaffe et je prends tous les 5 kilomètres à chaque table, je mets un ravitaillement et les gels, je commence souvent à partir du 20e kilomètre. Et après, souvent, il y a quelques détails qui changent en fonction de la météo, si c'est quand il fait très chaud, la boisson isotonique, il y a un peu plus d'eau que de sucre. Donc voilà, il y a quelques changements qui sont liés à l'environnement de la course. Ok. Et comment tu t'es préparé pour cette course spécifique-là, pour le parcours? Bah, le parcours, ouais, comme vu qu'il était vallonné, j'ai fait une préparation spécifique avec 1 à 2 sorties très vallonnées par semaine. Je faisais des bonnes séances de côte aussi. Et voilà, j'ai travaillé aussi les descentes, c'est pas facile non plus musculairement. Et j'ai fait aussi pas mal de courses avec du dénivelé. En début de saison, j'ai fait Marseille-Cassis et d'autres courses qui étaient assez vallonnées pour me préparer. Ok. Et c'est aussi quelque chose que tu considères comme intéressant d'avoir pu progresser sur ces aspects-là? Ouais, ouais, c'est intéressant parce que ça m'aide à être mieux sur les parcours vallonnés, mais aussi de manière générale, travailler aussi sur musculairement, sur l'endurance de force. D'intégrer des parcours vallonnés, c'est pas mal. Le jour J, tu as quand même pu prendre du plaisir,
Parce que parfois, on a l'impression que certaines personnes veulent tellement perfer, cherchent tellement un chrono ou une place qu'en fait, ils prennent pas du tout plaisir pendant la course. Non, non, moi je sais que, enfin, j'ai mon niveau et puis j'essaye de faire au mieux. Je suis concentré sur mes objectifs et voilà, en gros, je me dis que j'ai rien à perdre. Faut que je profite au maximum et surtout là, c'était mon premier major quand on voit Kipchoge sur le départ, tous ces grands athlètes, c'est que du plaisir et ça fait oublier un peu toute la pression autour de la performance et voilà, c'est des marathons, il y a une ambiance qui te font oublier tout le reste, quoi. Toi, tu as commencé par le foot, c'est ça? Ouais, j'ai commencé par le foot. Ouais. Assez jeune, bah, à l'âge de 6 ans, j'ai touché un peu à tous les sports, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de foot de 6 ans jusqu'à 13-14 ans. Et ensuite, j'ai commencé l'athlé parce que j'ai commencé par les courses scolaires et voilà, j'avais un bon niveau. On m'a conseillé de venir essayer en club et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai continué. Et puis après, les résultats se sont enchaînés. Tu avais déjà la gagne à l'époque? C'était déjà, tu faisais ça déjà pour la perf ou c'était juste pour être avec les copains et parce que tu aimais courir? Non, au tout début, j'aimais bien parce que j'aimais bien le goût de l'effort. Et ensuite, ouais, après, ça s'est assez vite tourné quand même sur la perf. J'étais à l'entraînement, j'aimais bien tout ce qui était références chronométriques sur la piste. C'est quelque chose que j'aimais bien et qui me poussait à faire toujours mieux. Donc j'ai tout de suite eu assez vite ce goût, cette envie de toujours faire mieux, un peu la compétition sans trop me prendre la tête non plus. J'avais pas vraiment conscience au tout début de mon niveau. Je progressais au fur et à mesure et voilà. Après quoi, je commençais à faire les championnats de France, les premières sélections. Là, c'était un peu plus sérieux, mais au début, je pensais pas à tout ça, à être un grand athlète. Je pensais juste à courir et c'est tout. Tu viens d'une famille de sportifs? Non, pas spécialement. Non, non, ils faisaient pas du sport. Non, pas de sport. Et après, ils se sont mis au sport justement quand moi j'ai commencé à avoir des résultats. Mais après, mes parents m'ont beaucoup suivi aussi sur les compétitions. Et voilà, après, mon père s'est mis à courir derrière. Donc voilà, c'est pas mal. Et si tu dis que tu aimes bien avoir des références chronométriques, est-ce que c'est pas un peu frustrant en cross? Parce qu'en cross, chaque parcours étant quand même assez différent, c'est plus difficile de savoir si un chrono est bien ou pas bien. Ouais, c'est difficile, mais il y a toujours le classement aussi qui montre un peu où on en est. Et puis ouais, j'aime bien aussi le goût de l'effort. Donc le cross, c'était parfait aussi. J'adore le cross. Puis sur les sols un peu boueux, un peu avec de l'herbe et tout ça, j'ai des sensations. J'aime bien ce type de sensations et je me fais énormément plaisir. Tu as gagné les mondiaux scolaires, c'est ça? Ça s'appelle les gymnasiades Ouais, les en gymnasiades. 2006 Ouais, sur c'est ça. 3000 mètres. C'est vrai que tu as donné tes chaussures au deuxième. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai donné mes chaussures au deuxième parce que bah, c'était un coureur d'Afrique du Sud et il a couru pieds nus et voilà, à la fin, j'ai donné mes chaussures parce que déjà j'étais impressionné par sa performance parce que voilà, arriver deuxième en étant pieds nus, ouais, c'était pas concevable pour moi et du coup voilà, j'avais énormément de respect, du coup j'ai donné mes chaussures. Ouais. C'est ça le sport. Enfin ces gymnasiades là, c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir aussi. C'est des voyages. On était parti une semaine, presque une semaine en Grèce et avec tout un groupe et c'est vrai que c'est super sympa et puis on partage plein de choses et pendant la compétition. C'est pour ça que je faisais du sport au début. J'ai continué. Ça me faisait envie de voyager, de voir autre chose, de courir et de m'éclater. Toi, tu viens de Haute-Savoie, c'est ça? Ouais, je fais savoyard. Ouais. Le ski, tout ça t'a jamais attiré? Non, le ski, non, pas trop. Non, je suis pas trop sport de glisse. Ok, ok, J'aime plutôt avoir les pieds. ok. Sur- Enfin, j'ai fait du ski, mais voilà, j'ai pas commencé tôt à faire du ski. J'ai commencé assez tard à apprendre à faire du ski. Et c'était grâce à un copain d'ailleurs qui on allait souvent au ski avec lui parce que lui il adore le ski et j'ai appris comme ça. Et nous on n'était pas dans la famille, c'était pas trop une culture notre culture le ski, donc c'était compliqué. D'accord. Et pour revenir au cross, le cross, tu le vois comme vraiment une discipline à part entière que tu aimes pratiquer ou tu l'utilises aussi comme préparation pour la route? Non, bah, à la toute base, maintenant, je fais plus trop de cross, maintenant que je suis monté sur marathon. Mais quand j'ai fait toutes mes médailles au championnat d'Europe, par exemple, sur cross, je me préparais vraiment pour ces compétitions.
Même si après ça sert toujours pour le reste de la saison, mais arriver des catégories espoir, c'est quand même compliqué qu'on se fixe vraiment cet objectif des championnats d'Europe, d'être après en forme toute l'année. Donc c'est vrai que j'avais des très bons résultats en cross, mais après derrière sur la piste, j'étais un peu plus fatigué, donc j'avais un peu plus de mal. C'est quoi ton meilleur souvenir en cross dans toutes les médailles que tu as? Parce que tu en as beaucoup, en individuel et en équipe. Ouais, je sais pas, je veux pas te le dire. J'arrive pas à sélectionner. C'est vrai que je prends à chaque fois du plaisir. Et c'est dur de trouver, de dire un cross en particulier. Il y a pas une médaille où vraiment soit tu t'es surpris, soit, tu as été particulièrement fier de toi? Non, peut-être mes premiers championnats de France où je gagne en senior au Muro. Ouais, je me suis un peu surpris dans le sens où ouais, j'ai fait pas mal de compétitions avec la salle, le cross et j'ai eu pas mal d'échecs au championnat de France les années précédentes et là c'était une année où j'étais en forme mais j'étais pas sûr de gagner et je suis parti, j'ai fait une course, une très belle course et où j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc s'il y en a une, voilà, c'est mon premier titre de champion de France. Tu fais partie d'une génération où vous avez gagné par équipe, tu me corriges si je me Ouais. trompe, mais aux Europes de cross. J'imagine qu'il y a encore plus d'émulation quand on sait qu'il y a un truc à faire. C'est pas juste toi, il y a un truc à faire avec les copains. Ouais, c'est toujours une motivation supplémentaire et ouais, on était voilà avec Florian Carvalho, Mourad Amdouni et puis bien d'autres. On se tirait la bourre au championnat de France. Après au championnat d'Europe, moi je faisais pas trop attention à la course entre Français. J'étais focus sur la course de manière générale et voilà, on savait qu'on avait le potentiel à chaque fois de ramener une médaille. Donc si chacun était à son niveau, c'était l'objectif était rempli quasiment à chaque fois. T'as fait beaucoup de pistes. Ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai essayé tous les étés, mais ouais, c'est vrai que jusqu'en junior, j'étais assez bon sur la piste. J'avais des belles références. Mais après, ouais, on va concilier les deux. Quand les crosses, j'étais en forme au mois de décembre avec des crosses qui étaient un peu plus longs, 8 km, 10 km. J'avais après du mal à récupérer pour la saison d'été. Et souvent, j'avais pas mal de déceptions sur la piste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu monté sur la route après, parce que je sentais que je prenais moins de plaisir et que je stagnais au niveau de mes chronos sur piste. Donc t'as senti que t'avais plus le potentiel pour la route. Ouais, pour la route, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Je savais dès le début, enfin mes coachs me le disaient, mon premier coach m'a tout de suite dit des minimes que je serais un bon marathonien, donc c'était pas un hasard. Je savais que j'avais une foulée économique et tout ça, donc j'étais plus à l'aise sur les distances longues, même si voilà, comme c'est important de travailler la base de vitesse quand on est jeune, j'ai passé beaucoup de temps sur le cross et la piste. Mais voilà, je savais que j'allais monter un jour sur le marathon et que ce serait une discipline qui me conviendrait bien. Et ça t'a jamais fait peur, le marathon? Non, 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 pas forcément, non. Non, non, au contraire, j'avais pris un peu le premier marathon un peu trop à la légère et voilà, j'ai vu ce que c'était le mur, d'avoir des ampoules et tout ça, donc les gels, tous ces aspects-là qui ont fait qu'après, par la suite, voilà, j'ai compris que c'est une discipline à part entière et qu'il faut bien se préparer pour performer. Mais justement, comment tu t'es préparé pour les Jeux de Tokyo? Parce que, bon, c'était pas à Tokyo d'ailleurs, c'était à Sapporo. Ouais, Ils avaient changé le lieu pour que les conditions soient un peu moins défavorables, mais c'était pas pour autant idéal. Comment tu t'es ouais. préparé pour ça? Et ben, par rapport aux conditions, on s'était préparé en chambre thermique, là, les thermorooms. Voilà, je me suis préparé comme d'habitude. Et après, j'avais un petit pépin au niveau du genou, donc j'ai dû adapter ma préparation. À la fin, il y avait aussi le confinement aussi qui a été difficile à gérer. Donc, c'est vrai que moi, j'étais le premier à faire mes minima. J'avais déjà fait les minima en début 2019 et donc après avec le Covid et tout ça, il y a eu des remises en question et c'est vrai que c'était dur. On a su au dernier moment qui allait aller au jeu et il y avait beaucoup d'incertitudes et de stress donc c'était une période compliquée à gérer et voilà, j'ai pas fait une très grosse préparation et au niveau du résultat, ça s'est ressenti. Mais parce que tu visais un top 16, c'est ça? Et tu finis Ouais, voilà, 45e. ouais. Ouais. C'est un manque de préparation ou est-ce que tu as fait des erreurs tactiques pendant la course? Je pense que j'ai ouais, un peu des deux. J'ai fait des erreurs tactiques. Je voulais partir prudemment parce que j'avais un peu peur des conditions justement. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti assez prudemment, mais après quand j'ai voulu remonter sur les groupes de tête, j'ai mis un peu trop d'à-coups d'accélération et ça m'a coûté.
toute cette énergie perdue, bah, ça m'a coûté au 25e kilomètre, j'avais plus grand chose et avec l'humidité, il faisait pas très chaud, mais un petit peu humide. Ces conditions-là ont fait que j'ai pas tenu la distance. Ok. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment en préparation ou pendant la course? Bah, déjà, je pense que l'acclimatation à la chaleur, vu que on s'entraîne déjà l'été, qu'il fait déjà chaud dans notre environnement de base, je pense que c'est pas forcément de rajouter encore un stress supplémentaire en s'entraînant dans des températures extrêmes, c'est peut-être un peu trop. Ok. Donc voilà, on est toujours dans cet équilibre à trouver entre le trop, le pas assez. Ouais. Et essentiellement ça, après, voilà, au niveau de la préparation, après, c'est comme ça. Peut-être déjà viser un top 16 sur mes premiers jeux, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Je sais pas, j'aurais dû peut-être ajuster mes objectifs aussi, être un peu plus précis dans mes objectifs. Ouais. Tu t'entraînes seul ou t'as un groupe d'entraînement? Comment tu fais? Ouais, je m'entraîne seul en fait. Je suis le seul athlète vraiment de haut niveau. Et après, j'ai un petit groupe, je m'entraîne avec un petit groupe d'amateurs quoi, qui se fait très plaisir. Et c'est vrai que voilà, ça aide un peu parce que je suis pas totalement tout seul, mais sur les grosses séances, j'ai pas le choix. Je suis un peu, ouais, j'ai pas le choix d'être seul quoi. C'est quelque chose que tu trouves difficile? Ça te pèse? Ouais, c'est difficile sur certaines périodes. Après, ça permet de s'entraîner aussi à son rythme, pas forcément avoir un groupe qui pousse toujours à faire plus trop, c'est pas bon non plus. Donc je me donne déjà pas mal je me donne à fond sur mes entraînements. Je suis quelqu'un d'assez généreux, donc s'il y a encore de la compétition en plus, des fois ça peut vite être trop. Donc d'un côté c'est pas mal aussi d'être tout seul, ça permet d'avoir de gérer ses propres allures, de pas se caler par rapport à quelqu'un d'autre. Et t'as un coach ou t'es ton propre coach? Non, non, j'ai un coach en ce moment, mais pour les jeux, je me suis coaché tout seul jusqu'à l'an dernier. Et maintenant, j'ai un coach. C'est un choix de ta part de te faire aider? Ouais, c'est un choix parce que j'ai vu que même si j'ai battu mon record en m'entraînant tout seul, j'ai vu que sur des fois, je faisais certaines erreurs et du coup, voilà, je voulais que ce soit un peu plus cadré. Ok. Et aussi, ça prend aussi du temps à faire ses plans, faire sa programmation, c'est aussi un casse-tête. Et puis quand on le fait tout seul et qu'on s'entraîne en même temps, enfin, on le fait soi-même, c'est dur parce qu'on a tendance à toujours, à tous les jours tout remettre en question. Et donc, ça manque un peu de stabilité, tandis quand il y a un plan bien fait par un coach, voilà, qui ont fait confiance, on essaie de suivre le plan et puis même si, il y a un peu plus de stabilité, je trouve. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses faire différemment de la plupart des marathoniens de ton niveau? Oui, peut-être augmenter un peu les volumes d'entraînement, faire un peu plus de kilomètres par moment. Voilà, c'est la seule chose pour l'instant où j'ai une petite marge. J'ai vu que tu faisais pas mal de muscu. Pas mal. T'es Ouais, marathonien, t'es pas sprinter ou bodybuilder, mais ouais, voilà. peut-être par rapport à d'autres, qu'est-ce que ça t'apporte, la muscu? Le marathon, c'est surtout dur musculairement, donc faut être prêt, faut être renforcé. Ça m'évite surtout aussi de me blesser. Je pense que c'est le point fort. Enfin, tout ça améliore la condition physique et la préparation physique, donc ça permet de moins de se blesser. Et après, c'est vrai que pareil en musculation. Il y a des fois, il y a des saisons où j'ai fait peut-être un peu trop, avec un peu trop de charge, trop de travail un peu explosif. Et sur marathon, ouais, faut plus faire de l'endurance. Donc voilà, même en musculation, faut pas faire n'importe quoi. Mm. Et tu fais des séances sur piste? Ouais, j'ai des séances sur piste. Ouais, j'aime bien faire des séances sur piste. Parce que comme je disais au début, quand j'ai commencé l'athlé, c'est mes repères. J'aime bien avoir des repères chronométriques et je trouve que c'est bien les entraînements sur piste, je trouve que c'est super. Tandis qu'un fartlek, ou le fractionné en nature, voilà, on sait pas forcément l'allure, même si maintenant avec les montres GPS, on peut mieux s'en rendre compte, mais moi je préfère quand c'est cadré sur la piste. Ok. Ça ressemble à quoi une semaine type d'entraînement? J'imagine que bon, ça dépend du moment de l'année, mais quand tu te prépares un marathon, combien tu fais de séances par semaine? Qu'est-ce que tu as comme récup, comme soin? Si tu peux expliquer un peu. Ouais. Bah, j'ai 2 séances de kiné par semaine. J'ai à peu près trois séances, une séance de VMA
VMA ou fractionné court et long style 20-25 fois 400 ou voire un peu plus le mardi. Le mercredi, c'est un footing d'1h15 un peu actif. J'ai une séance de côte le vendredi. Après le samedi, c'est un seuil un peu plus long, enfin ou VMA plus longue avec des 1000, des 2000. Et puis le dimanche, sortie longue. Et souvent, j'ai un jour de repos toutes les 2-3 semaines. Ok. Et sinon, après, le reste, c'est que des footings, footings assez lents ou allure moyenne pour récupérer des séances. Et une séance de renforcement, 1 à 2 séances de renforcement musculaire par semaine. C'est un boulot à temps plein, en fait, de s'entraîner pour un marathon. Si on compte les séances, les soins, le sommeil, Ouais, c'est à temps plein en fait. C'est vrai que faut toujours penser à son marathon, à la récupération, la nutrition, les entraînements. Et donc, c'est vrai qu'en préparer un marathon, c'est assez prenant mentalement et au niveau aussi de l'entraînement parce que c'est des entraînements assez longs et durs. Combien de paires de chaussures t'as? Lesquelles tu mets en compète, lesquelles tu mets à l'entraînement? Est-ce que tu changes souvent? En compétition, je mets toujours moi les Adios Pro 3 Adidas. Et après, en l'entraînement, depuis que les chaussures carbone sont sorties, je les mets assez souvent. Je mets les Prime X et les Solar Glide, essentiellement. Une paire te tient combien de temps en général? Une paire, je ne calcule pas trop, mais comme ça, je dirais 6 semaines. Souvent, il y a une usure. Moi, je sais que je cours un peu sur. J'ai la tranche externe là, du pied enfin, de la semelle qui s'use un peu plus vite. Donc après, il y a des mauvaises rotations qui se font avec les chaussures. Donc c'est vrai qu'il faut les changer assez régulièrement. Ouais. Est-ce que tu fais très attention à ta nutrition? Moi, je fais très attention à la nutrition. À ton poids Après, c'est aussi? quelque chose. Le poids, je fais pas trop attention parce que je me pèse pas. Je sais à peu près mon poids. Je fais pas trop attention à mon poids. Je fais plus vraiment attention à mes sensations à l'entraînement. Moi, comme je cours beaucoup, je dépense beaucoup. J'ai pas de problème de surpoids sur des périodes de préparation. Par contre, j'ai plus de risques de carence, etc. Donc, je fais attention à avoir un bon apport pendant mes préparations. Oui, parce que je pense que c'est sur ta chaîne YouTube que je voyais une conversation que tu avais avec un médecin qui disait que tu avais une masse grasse très très faible et que c'était presque... Ouais, fallait c'est faire limite. attention pour le système immunitaire, Ouais, etc. Donc c'est encore ouais. une fois, on revient toujours à ça, mais une question d'équilibre. Ouais, c'est une question d'équilibre, mais c'est vrai que souvent sur les freins de prépa, là aussi pour Boston, j'étais très affûté. J'ai fait très attention sur une longue période, donc c'est vrai que peut-être c'est ça aussi qui m'a coûté la blessure. C'est le gras, où il protège aussi un peu les articulations et tout ça. Donc, puis quand on fait des épreuves longues, sur les fins de course, le corps il puise aussi dans les graisses, donc c'est important d'en avoir un peu. Mais voilà, mais faut quand même être assez léger pour aussi être performant. Donc voilà, faut trouver le bon milieu, le juste milieu. C'est pareil, c'est une question d'équilibre. Je préfère dire c'est mieux d'avoir trop que pas assez. Enfin, c'est vrai que pas assez, ça crée des blessures, des problèmes qu'on peut traîner sur des longues périodes, des fractures de fatigue, des choses comme ça. Donc, Ouais. puis après que c'est dur à retrouver, que le corps récupère et souvent ça met du temps. Tu fais beaucoup de prises de sang pour vérifier que t'as pas de carence, tout ça? Non, j'en fais une avant chaque marathon. Mais je sens assez vite quand je suis avec carence de fer, par exemple, je sais à mon rythme quand je respire sur les séances ou mes chronos sur les séances, je sais quand ça va pas ou quand c'est juste une petite fatigue. Je sais cerner à peu près tout ça aux sensations. Tu fais toujours partie du programme Quartz? Non, non, je fais plus partie du programme Quartz. Le programme s'est arrêté, il me Ah, semble. ah, ok, d'accord, pardon. En tout cas, j'avais vu que tu étais vraiment pour une démarche même sans médicaments, avec plus de transparence, parce que c'est vrai qu'on est malheureusement dans un monde où bon, il y a des tricheurs et qu'on finit parfois par douter. Dès qu'on voit une perf, on doute. Ce programme permettait de mettre un peu plus de transparence. Ouais, ouais, bah moi, ça m'a permis de mettre, ouais, d'être un peu plus transparent. Et puis même par rapport à moi, je me dis, voilà, c'est une protection pour moi de me dire, voilà, de penser, voilà, à ma santé. J'essaie de me protéger, de faire attention à ce que je prends. Et voilà, après, je peux pas empêcher. C'est compliqué. C'est vrai qu'il y a des inégalités aussi.
avec toutes les AUT, les choses comme ça. Donc, il y en a toujours qui passent entre les mailles du filet et puis on peut pas savoir. Comme ça, on peut pas savoir qui faire la différence entre un dopé et un pas dopé. C'est ça qui est compliqué en fait. C'est donner plus de limites. C'est que moi, j'aime pas le sport qui promeut des performances sans limite. Pour moi, dire qu'on est sans limite, c'est pas vrai parce que parce moi, je les vois tous les jours les limites à l'entraînement. Je sais même voilà, il suffit de connaître un peu les bases de physiologie pour voir qu'il y a des limites et que le dopage contourne ses limites. Et donc, tu prends pas du tout de médicaments, rien du tout? Non, j'essaie de réduire au maximum. Ça, ouais, quand je suis malade, je prends du Doliprane, j'ai mal à la tête, je prends du Doliprane, mais voilà, ça se limite à ça, quoi. Les autres médicaments, je prends pas. Et après, quand on est malade, c'est vrai que souvent on a envie de courir quand même. Donc, il y a une compétition, puis on tombe malade. Voilà, on a toujours ce choix entre, voilà, soit je déclare forfait, soit je cours en prenant un Doliprane par exemple, mais voilà, il y a des dangers derrière au niveau des reins, du foie et tout ça, de déshydratation. Donc Oui. Puis si on est malade, c'est peut-être que déjà l'organisme, voilà, si on est, ouais. Ouais, après moi je comprends, voilà, les athlètes et voilà, ils sont malades, on prend un Doliprane avant la course parce que ils veulent absolument courir et ça c'est des mois de préparation et mais voilà, faut toujours peser les pour et les contre, quoi. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? ouais. Ta prochaine échéance pour te qualifier pour Paris 2024, c'est quoi? Là, je vais faire les championnats du monde fin août, le Ouais. 27 août à Budapest. Et voilà, j'espère que je ferai mes minima là-bas. Et ensuite, je verrai en fonction du résultat là-bas, quel marathon je ferai par la suite. Les courses de championnat, c'est un peu différent des majors en termes de tactique de course. Ouais, c'est différent. Ouais, des marathons en général avec des lièvres, où il y a des groupes vraiment dédiés sur une allure. Là, c'est un peu, on sait pas trop ce qui va se passer avant la course et il faut pouvoir s'adapter. Puis souvent il y a des à-coups, donc devant, il y a des gros à-coups et du coup c'est dur d'avoir un rythme régulier pour faire le chrono souhaité. Tu as déjà étudié le parcours des Jeux de Paris? Ouais, le parcours des jeux, on a pu le voir, le reconnaître un peu. Ouais, c'est vallonné, il y a de grosses côtes et avec de grosses descentes forcément et ça va être très dur. Ouais. Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. Et je pense que toi, en tant que marathonien, tu dois le voir, que le monde entier court. Le marathon est plus universel que le saut à la perche, par exemple. Ouais. C'est ce que moi, je préfère dans l'athlète, le côté universel. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlète? Dans l'athlé, moi j'aime bien juste, je dirais de base, juste bouger quoi. C'est pour ça que c'est autant populaire, c'est assez simple. Et puis de se mettre en mouvement, trouver, ça motive, ça donne de l'énergie. Et je pense que c'est la base de tous les sports un peu. Est-ce que toi, quand tu fais des séances longues tout seul, t'écoutes quelque chose, t'écoutes de la musique, des podcasts, ou tu préfères le silence? Non, j'écoute de la musique plutôt. Ouais. Ok. Après sur les grosses séances, moins parce que je sais que ça joue aussi sur le rythme cardiaque et tout ça, donc j'essaie de pas la mettre de musique sur les grosses séances, mais sur les footings longs, tranquilles, je mets de la musique, ça fait passer le temps. Ouais. Et si là, il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter là maintenant, qui est en train, je sais pas, de terminer une séance, qui est en grosse galère, qu'est-ce que Hassan Chadi veut dire à cette personne qui est en train de galérer? Qu'est-ce que tu peux dire pour motiver? Ouais, qu'il faut pas lâcher, tu le fais pour un objectif, pour toi aussi, donc continue et donne-toi à fond. Parfait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, rien, juste te remercier pour ce podcast, c'était super. Avec plaisir. Merci Hassan d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le soutenir via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.